Rien. Bonjour à toutes et à tous. En tant que présidente d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi en tant que membre du CEP Enfance, puisque la Ligue donc fait partie du CEP Enfance, je vous remercie d'être présente et présent aujourd'hui pour cette nouvelle conférence de presse du CEP Enfance. Cette conférence de presse ayant pour but, notamment, de vous présenter notre future initiative du 3 juin prochain. Quelques mots en ce qui concerne le CEP Enfance. Nous sommes donc un collectif d'une centaine d'organisations qui, depuis 2014, œuvrent à ce que les pouvoirs publics de ce pays mettent en place une politique de l'enfance à la hauteur des enjeux que cela représente pour les enfants eux-mêmes, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble de la société. Le CEP Enfance regroupe des associations et des organisations très diverses, des grandes, des plus petites, et qui interviennent dans des champs différents. Mais nous avons la faiblesse de croire que cette diversité est une richesse et cela nous a amenés à mettre en place déjà un certain nombre d'initiatives. Je n'en citerai que quelques-unes, les plus récentes. Ainsi, le 9 octobre 2021, nous avons initié une marche qui est partie de manière tout à fait symbolique de la rue des Bons Enfants. En janvier 2022, dans le cadre de la préparation des élections présidentielles et législatives, nous avons organisé une table ronde avec les représentants des différents partis politiques qui étaient présents, à l'exception du Rassemblement national, mais c'est vrai que nous ne l'avions pas invité. Enfin, nous avons publié un ouvrage, Enfance, l'état d'urgence. Cet ouvrage comportant un certain nombre de contributions, justement, qui émanent des différents membres du CEP Enfance. Malheureusement, dois-je dire, en dépit de ces initiatives, de cette intense activité du CEP et de déclarations officielles parfois encourageantes, nous constatons que dans de nombreux secteurs, une aggravation constante de la situation des enfants dans ce pays. Si bien que ce livre, Enfance, l'état d'urgence, mériterait d'être intitulé aujourd'hui Enfance, état d'extrême urgence. Nous ne sommes pas les seuls à constater cette situation. Je vous renvoie aux multiples condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, que ce soit pour le maintien des enfants en Syrie, ou bien plus récemment encore une condamnation pour le maintien en centre de rétention d'enfants très jeunes, voire même de bébés. Je vous renvoie aussi à de multiples rapports, notamment ceux de la Défenseure des droits, par exemple, que ce soit sur la question de la santé mentale, que ce soit sur la question de l'inclusion, ou bien sur la situation catastrophique à Mayotte, département où l'état de droit pour les adultes comme pour les enfants est régulièrement bafoué. Je vous renvoie enfin à d'autres rapports, comme celui de l'IGAS sur la situation des crèches, ce qui peut nous amener à dire qu'aujourd'hui, la situation des crèches n'est pas meilleure que la situation dans les EHPAD. Enfin, je vous renvoie à ce que disent les professionnels eux-mêmes, dont les médias se font régulièrement écho, professionnels qui parfois désespèrent d'être vraiment entendus par les pouvoirs publics. Vous le savez, beaucoup de secteurs de la petite enfance sont aujourd'hui en grande souffrance, avec notamment des difficultés croissantes de recrutement, et ce n'est pas un hasard. Toutes ces voix dénoncent donc les difficultés persistantes pour beaucoup d'enfants d'accès aux droits fondamentaux, et en particulier aux droits énoncés par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est évidemment pour nous un texte de référence, et nous pensons qu'il ne suffit pas de célébrer le 20 novembre chaque année ou de déclarer que l'intérêt supérieur de l'enfant est une préoccupation première pour que dans les faits, cela se traduise concrètement. Sachant aussi que, bien évidemment, ce sont les enfants les plus vulnérables, ceux qui vivent, par exemple, dans des familles en dessous du seuil de pauvreté, ceux qui sont en situation de handicap, ceux dont les parents sont migrants, que ce sont pour ces enfants que l'accès aux droits est encore plus problématique. Voilà, je passe maintenant la parole à Émilie Philippe qui va intervenir au nom du collectif Pas de bébé à la consigne. Dans les modes d'accueil, qu'ils soient
collectifs ou individuels, et que nous dénonçons aussi et alertons sur un certain nombre de problématiques dans le secteur. Donc, ça a été dit là en introduction. Là, je vais plus centrer mon propos sur les modes d'accueil collectif, puisque l'IGAS a sorti un rapport il y a quelques jours maintenant qui avait été commandé par le ministre Jean-Christophe Combe l'été dernier, suite au décès tragique d'une petite fille de 11 mois dans un établissement d'accueil du jeune enfant. Et donc, nous ne pouvons bien évidemment pas être satisfaits de cette situation, mais nous sommes très reconnaissants de ce rapport très complet et des recommandations que porte l'IGAS, 38 au total, qui vont pour la grande majorité dans le même sens que nos revendications, et qui permet de notifier noir sur blanc vraiment les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Et l'IGAS parle notamment de maltraitance institutionnelle, avec la mise en évidence du fait que même des équipes qui ont la meilleure volonté du monde et veulent faire au mieux, les conditions de toute façon aujourd'hui, entre la taille des groupes d'enfants, le ratio des plus diplômés au sein des équipes, ou encore le nombre de professionnels auprès des enfants, ne permettent pas de toute façon de faire un accueil de qualité. Et je voudrais profiter là de cette intervention pour pouvoir évoquer deux points qui sont aussi importants dans l'évolution des modes d'accueil en France. Tout d'abord, revenir, je vais faire court. Le 1er août 2000, il y avait un décret qui avait été publié qui régit le fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant, et notamment dans ce décret, il apparaissait l'obligation d'avoir un projet pédagogique pour les structures. Ça avait amené une certaine dynamique. Moi, j'ai fait ma formation en 2002 et on sentait vraiment à cette période-là qu'il y avait un élan et qu'il y avait plutôt de la part des professionnels une satisfaction à se sentir reconnus dans leur métier et de dire s'occuper des enfants des autres, ça demande un certain nombre de compétences, et faire un projet, c'est bien le signe qu'on ne s'occupe pas des enfants selon notre bon sens ou ce qui nous semblerait bien ou ce qu'on pourrait faire avec nos enfants ou les enfants qu'on connaît, mais ça demande un certain nombre de compétences et de connaissances qu'il faut noter sur papier et de pouvoir auprès des familles justifier nos pratiques professionnelles. Sauf que derrière ça, au fur et à mesure des années, on a vu que les textes réglementaires ont été axés sur la quantité et non la qualité, et que essentiellement le prisme par lequel le gouvernement s'est penché sur la question des modes d'accueil, c'est la question de la lutte pour l'égalité professionnelle et permettre à un maximum de parents, dont bien sûr les mères, de revenir au travail. Sauf que bien sûr qu'il manque des places et que le nombre est important, mais en tout cas, nous, notre leitmotiv au collectif depuis le début, c'est de replacer l'enfant au centre des discussions. Et ça, le rapport de l'IGAS le dit bien, c'est que les modes d'accueil sont un service aux familles. Donc certes, c'est un service rendu aux familles de pouvoir confier leurs enfants et pouvoir aller travailler en étant... comment dire, en sachant leur enfant en sécurité et en étant confiant. Mais le problème, c'est que c'est l'enfant qui reste dans la structure toute la journée, et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un service aux enfants qui est rendu. Et un autre point aussi très important, c'est qu'en 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a transposé dans sa réglementation une directive européenne des services, et la France a inclus dans le champ de la concurrence le secteur de la petite enfance. Donc, ça a été dit aussi, aujourd'hui, beaucoup de médias, de spécialistes font le parallèle entre la situation dans les EHPAD et la situation dans les modes d'accueil petite enfance, où on voit qu'à des âges où les personnes sont vulnérables, il y a une notion de rentabilité qui est forte. Et là aussi, c'est un point que le rapport de l'IGAS met en avant, c'est le système à bout de souffle, que les modes de financement actuels des modes d'accueil doivent cesser parce que justement, ils mettent à mal le secteur. Donc, quand en plus, en parallèle, on sait qu'à côté de ça, depuis plusieurs années, il y a eu le rapport Jean Pinot en 2016, la charte nationale d'accueil du jeune enfant en 2017, le rapport de la commission des 1000 premiers jours en 2020, différents rapports et études de la Caisse nationale des allocations familiales. Aujourd'hui, ça c'est le titre de notre dernier communiqué, pour nos gouvernements est au pied du mur. Il est hors de question et impossible de dire qu'ils ne savaient pas. Là aujourd'hui, tous les éléments sont présents pour pouvoir
pour pouvoir apporter des évolutions, surtout qu'en plus, au niveau du calendrier, il nous serait a priori plutôt favorable puisque est en cours actuellement la négociation entre l'État et la CNAF, puisque est en train de se négocier la convention d'objectifs et de gestion qui va donner les moyens justement notamment au secteur de la petite enfance et au mode d'accueil pour pouvoir fonctionner. Donc, on attend du gouvernement des mesures fortes, des annonces importantes, des évolutions dans la législation pour justement permettre que ce soit la qualité qui soit mise en avant plus que la quantité. Donc, voilà un petit peu pour les points essentiels que je souhaitais pouvoir aborder avec vous ce matin. Et donc, nous soutenons l'initiative du CEP Enfance et que de penser la petite enfance de manière très globale nous semble bien évidemment essentiel. Merci beaucoup, Émilie. Non seulement pour ce que vous avez dit, mais d'avoir tenu le timing parfait, parce que je le dis aux intervenants, c'est 4 minutes. Hein. Bon, voilà. Bon, je suis désolée d'avoir à jouer ce rôle-là. Je passe la parole maintenant à Jean-Louis Chaverneau, qui donc est là au titre du syndicat des pédiatres hospitaliers. Jean-Louis, c'est à vous. Merci beaucoup. Je suis effectivement vice-président du syndicat national des pédiatres des établissements hospitaliers et j'ai été pendant 40 ans praticien hospitalier réanimateur à l'hôpital Antoine Béclard de Clamart et j'appartiens encore au Conseil national professionnel de pédiatrie. Je suis au bureau. Alors la crise de la pédiatrie, vous l'avez, en particulier les journalistes, beaucoup retraduite. Nous l'avons vécu tous au mois de novembre, décembre dernier, à propos de l'épidémie de bronchiolite. Vous avez vu qu'un certain nombre d'enfants ont été une grande difficulté pour être pris en charge parce qu'on manquait de place. On avait discuté d'avoir des lits disponibles en suffisant de quantité pour arriver à les accueillir correctement. Beaucoup d'enfants ont été transférés dans d'autres régions, pas seulement en Île-de-France, mais par rapport à 2019, on avait déjà eu des soucis. Ça a été beaucoup plus important, ça a été beaucoup plus généralisé. La raison principale de cette difficulté majeure au cours de cette épidémie, ça a été le manque de place, parce que, comme dans d'autres secteurs de notre système de santé, beaucoup de lits ont été fermés faute d'infirmières, faute de puéricultrices, faute d'aides-soignantes. Toutes les corporations de la santé hospitalière ont été en difficulté. Alors, je ne voudrais pas cibler non plus cette crise de la pédiatrie sur l'hôpital. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que l'ensemble du système de soins de l'enfant dans notre pays est touché. Que ce soit la pédiatrie libérale, que ce soit les institutions préventives comme la PMI, que ce soit la médecine scolaire, que ce soit donc, le système hospitalier, que ce soit la pédopsychiatrie en particulier ou d'autres surspécialités pédiatriques, nous sommes tous dans une grande difficulté. La preuve en est, c'est que à l'occasion de cette épidémie bronchiolite, qui pourtant était prévue pour être importante, puisqu'on avait déjà des données et que depuis déjà 3 ans, on avait des grandes difficultés. Donc, ça n'a rien à voir avec la crise Covid-19. C'est strictement quelque chose qu'on connaissait déjà, qu'on avait vu s'installer progressivement, qu'on avait décrit et pour lesquels les autorités de santé de notre pays n'ont rien fait. Quasiment rien fait. Et lorsqu'on s'est adressé au plus haut niveau de notre système politique français à notre président de la République, on l'a fait avec un collectif que vous avez pu voir qui a fait des courriers qui étaient extrêmement précis, très bien faits, et qui expliquaient très bien ce qui se passait. On a peu été écoutés initialement. Vous avez vu que le temps que notre nouveau ministre de la Santé réagisse, et il nous a fallu faire au moins 2 lettres et plusieurs tribunes dans les journaux pour qu'enfin notre président nous réponde. Avec d'ailleurs, je tiens à le dire, beaucoup de déception lorsqu'il s'est exprimé à l'hôpital de Corbeil quelques semaines plus tard pour nous proposer les choses qu'il nous avait déjà proposées quelques mois avant, et on en est encore aujourd'hui dans la même situation. Alors on nous a dit on va faire les assises de la pédiatrie. Elles sont en cours. Pour l'instant, nous n'avons aucune information de ce qu'elles vont nous amener. Quand on regarde le précédent de la psychiatrie, on est très inquiet. On pense que très probablement, ça va être exactement la même chose. Il va y avoir des effets d'annonce proposant un certain nombre de choses et il n'y aura pas forcément une évolution très importante sur le sujet. Alors, la crise, elle n'est pas si simple que ça à décrire. On a eu aussi un rapport de l'IGAS qui a très bien décrit la crise et ses raisons
il y a une crise démographique de toutes les professions qui s'occupent de la santé de l'enfant. Les pédiatres libéraux sont plus touchés parce que c'est très difficile aujourd'hui de faire de la pédiatrie libérale. C'est l'une des spécialités les moins rémunérées parce que ce sont des actes lents et que les pédiatres voient peu d'enfants dans une journée. Ils sont au plus bas niveau de l'échelle des salaires des médecins libéraux. Il y a une crise démographique un peu aussi à l'hôpital qui est en train d'apparaître parce que nos jeunes collègues pourtant en forment un certain nombre. Plus de 350 pédiatres sont formés chaque année. Je tiens d'ailleurs à dire qu'il faudrait probablement en former 2 fois plus pour qu'on y arrive. Nos jeunes pédiatres ont tendance à ne pas vouloir rester parce que les conditions de travail sont en train de se détériorer. On est une spécialité dans laquelle il y a des gardes importantes à faire, qu'on soit pédiatre de maternité, pédiatre de réanimation, pédiatre d'urgence. On a des gardes dans notre temps de travail forcément évidemment nécessaire et c'est très mal perçu. C'est une profession qui s'est beaucoup féminisée aussi, donc parfois c'est plus difficile aussi à organiser. Bon, en partie pour cette raison-là, c'est pas quelque chose pour dénigrer la féminisation, c'est simplement que ça montre que c'est quelque chose de difficile. Même les associations de consommateurs ont décrit que aujourd'hui trouver un pédiatre libéral dans notre pays, dans beaucoup de régions, c'est difficile. Et donc il y a une dégradation démographique, il y a une dégradation aussi des conditions de travail, de la rémunération, et on a une densité de pédiatres libéraux qui est une des plus basses d'Europe. Alors, ça retentit sur ce que j'ai décrit rapidement sur cette situation d'accueil des non-pédiatres, mais il n'y a pas que pour ça. Et cette crise a eu un retentissement aussi, c'est que pendant qu'on essayait tant bien que mal d'accueillir les non-pédiatres, qu'est-ce qu'on faisait? On avait beaucoup de mal à réaliser l'accueil des enfants qui nécessitaient d'être hospitalisés en pédopsychiatrie. On était obligé de les mettre des fois dans des services d'adultes ou dans des services de pédiatrie générale, alors qu'il n'y avait plus de place en pédopsychiatrie. On manquait de bras, on manquait de lits, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Cette crise, elle est donc aussi sur les conditions de travail et l'attractivité des personnels soignants. Aujourd'hui, on forme très mal nos infirmières. Nos infirmières ne reçoivent au départ aucune formation sur la pédiatrie depuis 2009. Là, c'est quelque chose de scandaleux qu'on essaie d'obtenir. Aucune réponse sur ce sujet-là depuis plusieurs semaines déjà. Et cette attractivité, vous l'avez bien vu, on en a beaucoup parlé à différents niveaux. Les syndicats viennent encore de le dire là, je crois que c'est avant-hier. L'ensemble des syndicats et d'associations d'infirmiers viennent d'écrire à M. le Président Macron pour dire alors où est-ce qu'on en est de toutes les promesses que vous nous avez faites sur les réunions pour modifier notre décret de compétences, et il ne se passe rien. Alors, toutes les infirmières maintenant ont envie de faire de la pédiatrie. Moi, on m'a redemandé de faire des enseignements de pédiatrie il y a 3 semaines. On est volontaire pour le faire, nous aussi, au niveau de notre société savante. Et donc, il y a un problème d'attractivité. On sait aussi qu'au niveau des salaires de nos infirmiers, infirmières et soignantes est un des plus bas d'Europe. On est très mal classé sur ce plan-là. Alors tout ça, ça retentit sur toute une série de choses. Et vous avez vu aussi, probablement, que notre mortalité infantile vient de réaugmenter dans les 10 dernières années. Alors quand on regarde bien, il y a un certain lien, à mon avis, avec l'évolution aussi de notre organisation hospitalière. Je pense que la loi HPST n'a pas du tout favorisé l'évolution normale, ce qu'il aurait dû être, un élément qui est répandu quand même de façon très importante. La pédopsychiatrie est donc en grande difficulté aussi, vous l'avez vu. On a bien vu que la pandémie Covid-18 a retenti à ce niveau-là sur l'ensemble des enfants de 0 à 18 ans, quels qu'ils soient, avec une augmentation des consultations aux urgences, une augmentation des consultations. Les pédopsies sont débordés, les CLPT sont débordés, il y a des délais d'attente considérables. Dernière chose, on nous propose aussi de fermer des maternités. On a cessé de fermer des maternités depuis 25 ans. On en est à 450 maternités. On accuse maintenant les petites maternités de type 1 d'être dangereuses, entre guillemets, dans un rapport récent de l'Académie de médecine. Et ça, je pense que c'est une mauvaise solution. Ce n'est pas en continuant à fermer, puisque c'est ce qu'on fait depuis 25 ans, qu'on va résoudre nos problèmes. On a identifié derrière un certain nombre de causes qui font que nos maternités, que les conditions de la naissance ont changé. L'âge des femmes est un peu plus âgé. Il y a des pathologies chroniques qui augmentent. Et il y a un certain nombre de choses qui peuvent l'expliquer. Et je pense que l'accès aussi aux soins n'est pas si bon que ça pour toute une série de couches de la population. Les plus précaires, les plus pauvres ont une grande difficulté à arriver vraiment dans un système qui pourtant existe et qui est pourtant parfois encore un peu exemplaire sur un certain nombre de points. Et je finirai sur un point pour essayer de tenir mon temps, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez aussi les conséquences de dégradation de l'environnement sur nos enfants, sur les enfants de notre pays, eh bien, il y a un tout récent rapport de l'Agence européenne de l'environnement qui a montré qu'on a
1200 décès prématurés d'enfants en Europe qui sont liés directement à l'augmentation de la pollution de l'air. Et ça retentit par le biais des particules fines sur l'état du poumon des enfants. On a plus de maladies respiratoires. Nos pédopneumologues sont de plus en plus sollicités. On n'en a pas suffisamment. Et on voit bien que l'asthme augmente dans notre pays comme dans d'autres pays européens parce que tout ça est insuffisant. D'autres maladies chroniques comme le diabète sont aussi en augmentation. Et je ne vais pas aller tellement plus loin, mais je vous donne un certain nombre de conséquences de cette situation. Et je pense qu'il est vraiment urgent qu'on prenne un certain nombre de décisions pour que cela change. Et on a déjà décrit dans le rapport de l'IGAS, on n'est pas tout à fait d'accord avec toutes les conclusions qui sont proposées, mais la description est très bonne. Je vous invite à vous y reporter pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Natacha Chartier pour l'ANPAS. Je lui laisse le soin de nous préciser ce qu'est l'ANPAS. Bonjour à tous et merci, comme la collègue de Belle Consigne, d'avoir accepté la connexion en visio pour pouvoir participer à ce temps d'échange. Donc, en effet, je fais partie du CEP Enfance et au nom de l'association ANPAS qui date depuis 1962, qui est une association donc, nationale qui œuvre en faveur des enfants et de la famille au titre de la protection de l'enfance et qui regroupe plusieurs professionnels de tout horizon voilà, qui sont dans ce champ-là. Voilà, donc aujourd'hui, j'interviens en effet sur le volet protection de l'enfance. Je crois qu'avec déjà les interventions que nous venons d'avoir, je crois qu'on s'accorde tous à dire que tous les acteurs du secteur s'accordent à ce que ça va mal dans le secteur de la protection de l'enfance, malgré une succession de lois depuis maintenant 15 ans, puisqu'on a eu la loi du 5 mars 2007, ensuite on a eu la loi du 14 mars 2016, et puis encore récemment la loi de février 2022. On est encore sur trop peu de mesures qui sont appliquées et avec évidemment une lourde conséquence sur la prise en charge des enfants. On a parlé de l'investissement, de l'engagement et tous les métiers sont en tension. Et pourtant, les travailleurs sociaux sont plus que jamais investis, malgré le contexte de travail qui est dégradé, complexe. On a parlé, évidemment, on a valorisé la prime de Ségur, mais elle ne permet pas de rattraper le retard qui est pris dans la reconnaissance salariale du métier. Je crois qu'on pourrait en parler pour tous les métiers qui œuvrent en faveur des familles et des enfants sur les 22 dernières années, et encore, je suis gentille, sur les 22 dernières années. Aujourd'hui, la logique de place, elle a pris le pas à la logique de parcours, et tout se fait dans l'urgence. Les professionnels qui sont autour de la table aujourd'hui, mais l'ensemble des professionnels qui font partie du CEP Enfance peuvent en témoigner. Le coup de gueule que nous avons aujourd'hui, l'état d'urgence qu'on dénonce depuis maintenant quelques années, sont vécus depuis malheureusement trop d'années et les placements, du coup, comme la construction des structures d'accueil, se retrouvent plus qu'en difficulté. On est sur des injonctions à l'urgence, on est avec du coup un indicateur d'absence de projet total pour la protection de l'enfance. Malgré, comme je vous disais, malgré la sortie de loi, malgré les travaux théoriques sur les projets de l'enfant, les politiques n'ont jamais parlé autant de la petite enfance comme si c'était tout d'un coup une priorité, mais ça fait quand même depuis de nombreuses années, que ce soit en santé ou dans le social ou même dans le loisir, la petite enfance est une priorité depuis quelques années et là tout d'un coup on nous demande de rattraper de manière conséquente et notamment d'adapter les structures qui évidemment pour beaucoup le sont déjà, mais en effet il y a un manque cruel de place pour les tout petits et évidemment les accompagnements. Donc, on se retrouve avec des situations dramatiques, puisque, comme je le disais, des mesures non appliquées, donc des enfants qui attendent chez eux, dans des relations familiales complexes, fragiles, voire anxiogènes, mais pas que. Et tout simplement, faute de moyens, parce que pas de référent de l'aide sociale à l'enfance disponible, ou tout simplement pas de place en structure. Vous le savez aussi, d'ailleurs, les structures, c'est un coût. Mais quel choix on fait voilà. On devrait avoir une politique protection de l'enfance ambitieuse. Aujourd'hui, on est sur des effets d'annonce aussi, je reprends les termes des collègues, et en plus, c'est des situations de violence qui du coup se poursuivent au domicile, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'accompagnement proposé. Et donc, faute d'application de ces mesures, on se retrouve avec des situations encore plus fragiles qu'elles ne l'étaient. Et je voulais rajouter aussi, et ma collègue Sophie Dargelos en parlera aussi dans son intervention, mais on a aussi la question du taux d'encadrement.
on se retrouve avec des départements qui ont pléthore de suivi de situations, trop de dossiers, et du coup, un taux, non pas d'encadrement, puisqu'il n'encadre pas comme on peut le retrouver dans d'autres situations, mais du coup, un taux d'encadrement aussi dans les maisons d'enfants à caractère social qui n'est pas adapté. Quand on sait l'importance, et c'est revendiqué dans toutes les lois qui se sont succédées, on exige et on nous demande un accueil individualisé à chaque enfant, mais les moyens ne sont pas en face. Donc, c'est des enfants qui sont accueillis d'un point de vue collectif, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, fratrie, pas fratrie. Donc, on a cette tendance-là où en fait, on ne travaille que dans l'urgence. On a en plus une décision et en tout cas une volonté de travailler encore plus sur la prévention, sauf que à force de faire trop de prévention, notamment sur les informations préoccupantes, on se retrouve à maintenir des situations de l'enfant au sein de la famille, et là aussi, on se retrouve à aggraver des situations. Donc, je n'oppose pas évidemment la prévention et la protection, parce qu'elles sont nécessaires et obligatoires toutes les deux, mais on se retrouve avec des situations complètement décalées et dégradées, parce que justement, il n'y a pas de politique claire, notamment pour les départements qui aujourd'hui sont presque des variables d'ajustement en fonction des départements en France. On a des situations qui vont être très très bien prises en charge et des situations où des enfants peuvent attendre des mois et des mois avant que la mesure soit mise en place. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je peux conclure, parce que je voudrais respecter le temps, ce que je peux conclure, c'est qu'on a en fait un système de protection de l'enfance qui est identifié, certes, mais c'est une protection de l'enfance en fait, qui se renvoie à la responsabilité entre État, département, association. Donc on ne peut plus travailler avec finalement un système de protection de l'enfance où il y a des dizaines de dysfonctionnements. Donc, aujourd'hui, ce qui est notre demande et au titre du CEP Enfance, c'est qu'on ait un langage certes clair, parce qu'on entend les politiques nous dire oui, il y a des besoins, oui, il faut que les parents soient pris en charge avec leurs enfants, oui, il faut qu'on parvienne à faire un accompagnement continu et arrêter les ruptures de parcours, oui, mais mettons en face les moyens, ayons une politique ambitieuse. Mettons les moyens aussi pour rendre attractifs ces métiers, parce qu'aujourd'hui, le financier ne suffira pas. Et peut-être qu'on pourra enfin répondre à une protection de l'enfance adaptée pour notre pays. Merci beaucoup d'avoir mis à jour d'ailleurs des formes de maltraitance diverses. Et puis aussi cette question du personnel, du recrutement et de l'attractivité du métier, qui semble toujours finalement en latence. Voilà, je passe maintenant la parole à Sophie Dargelos, qui va intervenir donc au nom d'une association bien connue d'éducation populaire, c'est-à-dire les Francas. Merci Françoise. Effectivement, il nous semblait important de pouvoir faire aussi un petit détour sur les questions d'enfance, parce que les situations d'urgence ne concernent pas seulement la petite enfance, et la Fédération nationale des Francas œuvre sur les temps périscolaires et extrascolaires, sur les temps de loisirs pour les plus de 3 ans. Un petit détour donc chez les plus de 3 ans, où le temps scolaire finalement fait l'objet d'une centration des préoccupations parentales et sociétales. Pourtant, le temps libre est de fait le temps le plus important dans une vie d'élève et dans une vie d'enfant. Un enfant, en France, passe environ 850 heures à l'école. Savez-vous combien de temps périscolaire et de temps extrascolaire sont à sa disposition? 1200 à peu près. On pourrait même augmenter un petit peu. 1200 heures, je m'arrête là, de temps libre, de temps libéré. Je ne compte pas le temps de week-end, de temps libéré de contraintes domestiques, de contraintes tout court et du sommeil, bien évidemment. Ce temps libre, il peut être, de notre point de vue, source de découverte, source d'apprentissage, de rencontre. C'est un véritable espace de socialisation. Nombre, voire tous les acteurs éducatifs savent le dire, le reconnaître dans l'action, pas toujours, mais savent le dire. Et quand je parle des acteurs éducatifs,
Je pense aux parents, notamment en premier. Ces espaces, ces temps libres favorisent l'épanouissement, la créativité collective et individuelle, notamment dans les accueils collectifs de mineurs, les centres de loisirs, qui sont le deuxième lieu d'accueil des enfants après l'école. Mais ce temps libre, il peut être riche à condition que les familles aient les moyens de financer des activités de loisirs. Certains les ont, ces moyens. Et je fais référence aux structures du style des écoles de musique, des écoles artistiques, qui permettent à des familles aisées d'accéder à ce que Joël Zafran a catalogué comme des loisirs académiques. Mais d'autres familles n'ont pas cette possibilité d'accéder à ce type de loisirs. Le centre équestre, par exemple. Tout particulièrement dans le contexte actuel que nous connaissons, avec les difficultés que vivent des familles en situation de pauvreté et puis des familles dites moyennes et qui se sentent déclassées à juste titre. Ce temps libre, il peut être vide aussi lorsque les collectivités territoriales peinent à financer ces fameux centres de loisirs que nous fédérons au Franca, ces accueils collectifs de mineurs. Et les collectivités territoriales n'ont pas d'obligation, ça n'est pas toujours identifié, à financer ce type d'accueil. C'est bien une compétence facultative pour les collectivités territoriales. Un petit détour sur l'actualité. À ce jour, l'essentiel des financements de ces centres de loisirs est assuré par les collectivités dont je parle, au sens large, le bloc communal, pour 54%. 22% de financement provient du porte-monnaie des familles et 15% des caisses d'allocation familiale dont parlait ma collègue précédemment. Pour dire comment la situation se complexifie. Entre 2017 et 2022, la part d'intervention du bloc communal a baissé de 2,8%. Celle des familles a augmenté de 4,5%, alors que les tensions économiques s'aggravent, je l'ai dit tout à l'heure, mais elles s'aggravent aussi pour les collectivités territoriales. Ces évolutions pénalisent les plus modestes, pour ne pas dire les plus pauvres. Et je reviens sur la question de la CNAF et des CAF. L'effort demandé aux CAF pour soutenir le développement, la qualité du service public de la petite enfance, que je ne conteste en aucune façon, cet effort-là pourrait induire un statu quo de financement par ces mêmes CAF de l'accueil des 3-12 ans dans les accueils collectifs de mineurs, alors que nombre d'enfants subissent encore les séquelles de la crise sanitaire dont ils ont été les victimes collatérales. Maintenir l'existant, sans parler de développer celui-ci, passe par une autre logique distributive, par une volonté politique qui ne joue pas un âge de la vie contre l'autre. Il nous semble nécessaire de soutenir une offre d'accueil de qualité avec des professionnels formés en nombre suffisant, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous avons les mêmes difficultés que dans d'autres champs d'intervention. Il est nécessaire de développer cet espace d'accueil, le deuxième après l'école, en écartant également les risques de marchandisation dont parlait Émilie, qui existent aussi dans ce champ-là. Sans concurrence, et ceci doit se faire de notre point de vue, sans concurrence avec d'autres actions pour d'autres âges de la vie, la petite enfance par exemple. Et il nous semble que cette action-là serait une façon de construire solidement un service public de l'éducation associant pleinement temps scolaire et temps de loisirs éducatifs. Et je fais ainsi la boucle avec mon introduction sur
un temps libre qui ne soit pas scolarisé, mais qui soit utile au fait de grandir bien, de grandir sereinement. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Laurent Chazela pour l'Association française des psychologues de l'éducation nationale. Merci, bonjour, oui, président de l'AFPEN, donc l'Association française des psychologues de l'éducation nationale, et je suis psychologue. Je ne vais pas faire la liste à la prévère de toutes les difficultés que traverse l'école, parce qu'elles seraient nombreuses. Et donc, je vais axer là mes 4 minutes 30 ou 5 minutes sur la question de l'évaluation à l'école. Tout le monde aujourd'hui connaît le stress des élèves au moment de l'inscription, mais surtout des résultats des affectations avec Parcoursup, avec ceux qui sont laissés notamment sur le bord de la route. Je vais aborder la question du stress dès le plus jeune âge, avec l'évaluation dès la maternelle. Cette présentation s'inscrit dans la nécessité de ne pas séparer les politiques éducatives de l'éducation nationale avec les politiques des autres champs de l'enfance, comme le disait ma collègue précédemment. Depuis l'école de Jules Ferry, la question de l'évaluation des élèves se pose pour distinguer le bon gré de l'ivraie. Notre école s'inscrit dans un modèle de compétition qui creuse les inégalités et dont pâtissent en premier, mais pas seulement, les enfants les plus fragilisés par leurs conditions socio-culturelles. Aujourd'hui, la question de l'évaluation a envahi tous les champs de notre vie. Tout s'évalue, tout se note. Vous achetez un livre chez un libraire, vous recevez un mail pour vous demander d'évaluer votre venue dans la boutique. Vous achetez un livre en ligne, on vous demande de noter le livreur qui est venu le déposer à votre domicile. Ne parlons pas des notes attribuées au restaurant ou aux hôtels. On est rentré dans l'ère de l'évaluation à tout crin et à toute vitesse. L'école d'aujourd'hui n'est pas l'école de Durkheim, protégée des bourrasques de la société. Elle les prend de plein fouet. À l'école, il faut à tout prix réussir, et ce, dès la petite section de maternelle, tant sur le plan cognitif qu'émotionnel et comportemental, du vivre ensemble, comme on dit. L'écart à la norme attendue est vite stigmatisé. Les enseignants sont, malgré eux, soumis à cette pression normative et l'évaluation en constitue un des piliers. Depuis Blanquer, cette orientation est devenue plus prégnante. L'importance des évaluations nationales et surtout leur exploitation influence tous les niveaux de classe et notamment celle du dessous, c'est-à-dire les classes de maternelle. Dans ces évaluations nationales, les élèves sont classés en 3 groupes. Ceux dont les résultats sont satisfaisants, ce sont les meilleurs. Ceux qui sont élèves à besoin et les élèves fragiles. Les résultats révèlent au maître ce qu'il faut travailler, ce qui fait défaut. Il y a ainsi un effet délétère d'une pédagogie dite déficitaire qui ne fonctionne qu'à travers le manque, à travers ce qu'il faut combler, rééduquer, au mieux compenser. Cette culture a ainsi pour effet de disqualifier les compétences de l'enseignant puisqu'on lui dit ce qu'il faut mettre en place. La normativité sous-jacente à ces évaluations. Les textes précisent que dès le lendemain de la passation des évaluations, les enseignants disposent des résultats pour engager de suite les objectifs d'apprentissage pour l'élève et la classe. On ne badine pas. On prend de moins en moins compte le temps long, souvent nécessaire à l'apprentissage. Les textes de référence de 2016 émanant de la refondation de l'école, qui privilégie l'observation et la bienveillance auprès des enfants de maternelle, ne sont que rarement invoqués dans les pratiques. Les enseignants mettent en œuvre, malgré eux, des systèmes d'évaluation encore trop souvent dépréciatifs. On peut prendre l'exemple des smileys, très utilisés en maternelle, et bien avant qu'on en ait eu tout un tas dans nos smartphones. L'utilisation des smileys est d'une grande simplicité et permet rapidement de communiquer aux petits leurs performances sur une tâche ou un comportement attendu. Si l'enfant reçoit un smiley positif, l'enfant se trouve valorisé avec un impact tout à fait positif sur l'estime de soi et le sentiment d'efficacité personnelle. Mais comment l'enfant de 3 ans reçoit un petit smiley qui n'est pas content, qui fait la grimace, alors que l'enfant avait mis toute son énergie dans la réalisation de la tâche qui lui était demandée? Et comment va-t-il réagir vis-à-vis du petit camarade qui va avoir, lui, un petit visage très souriant? Il y a ici un risque de labellisation, de stigmatisation, surtout quand cela se produit des dizaines de fois. De plus, avec ce système, on ne valorise ici que le résultat, pas la démarche. On sait aujourd'hui l'impact délétère sur le petit homme de ces évaluations mortifères, de l'empreinte psychique, cognitive et ou émotionnelle, qui peut nuire à l'estime de soi très précocement.
C'est la raison pour laquelle notre collectif attire l'attention sur notre école, qui valorise la compétition à travers la généralisation de l'évaluation entre les élèves plutôt qu'une école de la coopération, et met à mal de facto le bien-être de chaque enfant, notamment les élèves les plus fragiles. Le stress nécessaire pour être toujours à la hauteur de l'attente constante du meilleur se paie sur le plan psychique. L'école du bien-être, comme l'école de la confiance, ça ne se décrète pas, mais ça se construit patiemment en respectant, en reconnaissant et en valorisant les compétences des professionnels qui y travaillent. Je pourrais dire la même chose que ce que mes collègues ont dit précédemment sur comment on traite les enseignants et le personnel plus largement au sein de l'éducation nationale. Avoir une approche holistique qui valorise les progrès des enfants en tenant compte de leur développement dans différents domaines, en donnant aux enseignants des conditions d'exercice qui répondent mieux aux besoins, avec par exemple des classes aux effectifs plus réduits pour tous les niveaux. Ouvrir et connecter l'école aux autres champs de l'enfance serait aussi utile pour que l'éducation nationale ne parle pas que des élèves, mais aussi et surtout des enfants, et je vais terminer d'ici 20 secondes. En prenant mieux en compte les besoins des jeunes enfants à l'école, on pourrait convoquer la question de la prévention de la santé mentale en réduisant les risques de mal-être de l'enfant et de l'adulte en devenir. Voilà de bonnes raisons pour défendre une harmonisation entre les différentes politiques publiques. Également, donner les outils et les moyens à l'école pour prendre le temps de se rapprocher des familles les plus éloignées des valeurs de l'école. Merci Laurent, vous méritez un smiley radieux. Voilà. Bon, je passe maintenant la parole à Céline Truong pour ATD Carmel. Bonjour, je m'appelle Céline Truong. J'interviens au nom d'ATD Carmel, qui est une association visant à éradiquer la misère. Alors, je vais parler d'enfance, de pauvreté, de conséquences de la pauvreté sur les enfants, mais je vais faire très attention à ne pas parler d'enfants pauvres. Cette expression-là, à ATD, on essaye de l'éviter. On lui préfère des enfants qui grandissent dans une famille dont les parents subissent la pauvreté. C'est plus long, certes, mais pour nous, parler d'enfants pauvres, c'est cette façon de dissocier l'enfant de sa famille. Il nous semble observer que ça permet des postures telles que exciter la pitié envers ces pauvres enfants et en même temps mener des politiques qui culpabilisent, qui méprisent, voire qui enfoncent leurs parents, qui seraient responsables de leur situation de pauvreté. Or, nous, on observe, on croit, on sait que quand on accable les parents, on fait du mal à leurs enfants. Donc, on ne dissocie pas l'enfant de sa famille. Tous les besoins évoqués par mes collègues précédemment dans leurs différents domaines de compétences sont encore plus critiques pour les enfants qui vivent en situation de pauvreté. Même si les parents repèrent ce dont leurs enfants ont besoin, ils peuvent souvent pas y répondre de façon adéquate à cause d'une combinaison entre leurs propres difficultés liées à la pauvreté, qui sont de plusieurs ordres, on le verra tout à l'heure, et de l'indigence des services publics dans leur environnement accessible. Alors, comment et pourquoi ? Il faut bien se représenter que la très grande pauvreté, c'est complexe et ça ne se réduit pas à des considérations en termes de manque matériel. Ces manques de revenus, d'emploi, de logement, de moyens de transport qui frappent la famille peuvent déjà avoir beaucoup de conséquences, impacter fort un enfant. Mais ATD et l'université d'Oxford ont mené une recherche participative dans laquelle contribuaient des personnes qui vivent la très grande pauvreté à titre personnel dans 6 pays du monde pour mettre en mots l'expérience sensible, concrète de ce que c'est que la très grande pauvreté. Et cette recherche a fait émerger 9 dimensions cachées, c'est comme ça que les personnes ont souhaité les nommer, qui sont inhérentes à l'expérience de la grande pauvreté et qui ne se réduisent absolument pas à des considérations en termes de manque. La très grande pauvreté, c'est aussi l'expérience permanente, multiforme de la violence, par exemple. Violence sociale, violence institutionnelle, violence que ça représente de ne pas être reconnu comme contribuant à la société. C'est aussi la très grande pauvreté, c'est aussi la perte du pouvoir d'agir, la souffrance, qui a plusieurs noms, la peur, la honte,
en sont deux. Et le combat permanent dans chaque geste du quotidien. Les parents et leurs enfants, c'est ça qu'ils vivent tous les jours. Bien au-delà des définitions en dollars ou en pourcentage qui ne parlent pas de la vie des gens, qui ne décrivent pas la vie des gens. Alors, en quoi ça constitue un empêchement supplémentaire pour tous ces parents de soutenir le bien grandir de leur enfant, et quel est le rapport, l'articulation entre cette réalité un peu intime et les politiques publiques? Bon, dans certains quartiers où la misère frappe fort, l'école publique peut devenir un endroit où on n'apprend plus, par exemple. Et indépendamment de la bonne volonté des enseignants, encore une fois, ne réduisons pas le problème à des considérations personnelles. Les plus pauvres, ils n'ont pas d'alternative. Leurs enfants ont statistiquement des trajectoires scolaires bien plus compliquées que les autres. Sans un CMP, un centre médico-psychologique qui fonctionne bien et qui est accessible, dans un périmètre accessible, il n'y aura pas moyen, dans une famille en situation de grande pauvreté, de payer le suivi de son enfant par un psy libéral, etc., etc. Face à la maladie, au handicap, aux difficultés éducatives, et aussi aux besoins de beau, aux besoins de culture, aux besoins de loisirs, de joie, là où les services publics ne sont pas à la hauteur. Ce sont les plus pauvres. Ils n'ont pas moyen de contourner la carence de l'offre publique, et ce sont leurs enfants qui en paient le prix. C'est eux qui en souffrent le plus tôt, et avec les conséquences les plus durables. Dans notre collectif, on a cette jolie expression de dire que les services publics sont le seul patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Alors, parce que décidément, le réel est compliqué, on ne peut même pas se contenter de plaider pour l'existence de structures publiques ouvertes à toutes, gratuites, de qualité. La vie en grande pauvreté, ça conduit beaucoup de parents à craindre le regard d'autrui et à éviter de s'exposer avec leurs enfants au regard de professionnels et à se méfier même d'une aide qu'on peut leur proposer, tellement parfois elle n'est pas ajustée, ou alors à des conditions qui sont insupportables et qui rendent la vie encore plus compliquée. Du coup, les dimensions d'aller vers et d'accompagnement individualisé des parents et de l'ensemble de la famille, c'est aussi une nécessité. Au-delà de l'existence même dans un quartier, d'une crèche, d'une école qui fonctionne, etc. Il faut les deux pour éviter le non-recours qu'on sait massif, contrairement aux idées reçues, aux aides ou aux structures qui sont censément ouvertes à tous. Et savoir être accueillant pour tous les publics, y compris les plus précaires, c'est-à-dire les plus farouches, ce n'est pas une mince affaire. Les parents en situation de pauvreté, militants quart-monde engagés à ATD, nous parlent de stigmatisation, de paternalisme, de mépris, de jugement. Tout ça représente de la violence sociale institutionnelle et participe à l'expérience de la pauvreté. Alors, l'un des exemples les plus frappants du tribut payé par les enfants du fait de la pauvreté de leurs parents et lorsqu'il n'est pas compensé par des politiques publiques suffisantes, c'est l'absence ou la perte du logement familial. En ce moment même, à Genève, une délégation de l'ONU est en train de mettre des représentants du gouvernement en demeure de répondre aux manquements observés par la France à la mise en œuvre des droits de l'enfant. Alors, et on est au printemps, les expulsions locatives sont en train de reprendre avec des lois qui mettent la protection de la propriété privée au-dessus de celle des droits de l'enfant. Alors évidemment, on est bien d'accord, un squat, un bidonville, un logement insalubre, ce n'est pas un lieu qui est bon pour un enfant pour bien grandir, mais là où ils étaient, au-delà des conditions matérielles, encore une fois, la pauvreté, ce n'est pas que matériel, et ces parents, ces enfants, ils avaient parfois tissé avec les voisins, avec des associations, avec l'école, avec des travailleurs sociaux, des liens qui font qu'on existe au regard de l'autre, qui font qu'on est reconnu dans la rue ou à l'école, qui fait qu'on n'est pas tout seul en cas de pépin. Et l'expulsion sans solution de relogement, ça fait exploser toutes les sécurités de l'enfant. Et c'est la preuve, la démonstration, que sans une volonté politique forte, des considérations de respect de la propriété privée, de régulation de l'immigration, d'économie des comptes publics,
prennent facilement le pas sur la prise en compte des droits de l'enfant. C'est contraire à l'éthique la plus élémentaire, c'est contexte à toutes sortes de lois françaises, c'est contraire à toutes sortes de lois supra-françaises comme la Convention internationale des droits de l'enfant déjà citée, et le plus récent, sur lequel la France s'est pourtant engagée, la garantie européenne pour l'enfance. C'est écrit noir sur blanc, on a signé ça. Si la plupart des enfants de l'Union ont déjà accès à toutes sortes de services, seul un accès inclusif et vraiment universel garantira que tous les enfants partent avec les mêmes chances, y compris ceux qui souffrent d'exclusion sociale en raison de la pauvreté ou d'autres désavantages. Voilà, donc notre collectif s'inscrit complètement dans cette démarche politique volontariste et cohérente en faveur de tous les enfants. Merci Céline. Sur les questions du logement, vous ne l'avez pas évoqué, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter. On peut aussi évoquer les dispositions de la loi Kasbarian-Berger, qui va ne faire qu'aggraver. Un mot couvert, c'est celle-là que j'avais dans la tête. Oui, je me suis bien doutée. Bon. Mais je crois qu'on n'a pas fini. Enfin, on est nombreux à le faire, heureusement, on n'est pas assez à dénoncer les dangers de cette future loi. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Martine Maurice, qui va de l'association Enfance et Musique, mais qui va conclure au nom de l'ensemble du CEP Enfance, donc cette conférence de presse. Martine, tu as la parole. Alors, dans la continuité de tout ce qui vient d'être dit, voilà le moment d'annoncer la nouvelle campagne d'action en faveur de l'enfance et en faveur de chacun des enfants de ce pays que le collectif va mettre en œuvre. Parce que nous l'avons vu, la politique du gouvernement, notamment contre la pauvreté qui touche les enfants, est bien loin du quoi qu'il en coûte. Le marasme est partout. Nous l'avons vu, petite enfance, protection de l'enfance, pédiatrie, pédopsychiatrie. La liste des situations dramatiques qui restent sans solution ne cesse de s'allonger chaque jour. Comment aujourd'hui une des plus grandes puissances mondiales peut-elle encore priver ses enfants de leurs droits les plus fondamentaux? Notre collectif constate et constate encore des points de convergence de tous les secteurs. Nous en avons fait un livre. Tous les secteurs qui ressentent l'abandon et la désespérance, j'allais dire, malgré les effets d'annonce, certes, et quelques mesures écrans aux relents de communication bien ficelés, mais sans réelle efficacité. Des documentaires spectaculaires ne cessent de dénoncer, à grand renfort médiatique, la faillite de la protection de l'enfance, la maltraitance de certaines crèches, les enfants qui se font décrocher de leur école. Mais qui se demande d'où ça vient? Qui se demande pourquoi nous en sommes arrivés là? Qui, aujourd'hui, met le pied à l'étrier pour qu'on s'en sorte? Partout, les professionnels de l'enfance sont en grande difficulté, en nombre, en rémunération, en reconnaissance, on vient de le dire. Parce que ce gouvernement ne cesse de disqualifier les métiers auprès des enfants. 4 jours de formation pour enseigner à l'école quand on a gagné son job dating. Savez-vous que depuis l'été dernier, 35 petites heures de stage seraient suffisantes pour accueillir des bébés à la crèche? À ce rythme-là, pourquoi pas un petit mois d'immersion dans un hôpital exsangue pour devenir médecin? Ou quelques heures dans un tribunal hyper embouteillé pour devenir juge des enfants? En 2021, déjà, nous dénoncions l'état d'urgence et nous formulions 10 exigences pour l'enfance qu'il était devenu essentiel de mettre rapidement en œuvre. Nous voilà en 2023 et c'est pire. Non seulement les réformes menées n'ont pas répondu aux problèmes, mais elles les ont creusés, elles les ont amplifiés. Le défenseur des enfants le dit, l'IGAS le décrit, les rapports officiels qui s'accumulent l'écrivent à longueur de page. Parce que pour l'enfance comme pour le climat, ce gouvernement est décidément celui de tous les dérèglements. La politique de l'enfance est éparpillée, façon puzzle, parsemée petit bout par petit bout dans nombre de ministères, sans que personne n'ait jamais pensé, semble-t-il, à la cohérence qui nous permettrait d'assembler les morceaux. Et nous savons bien que 100 jours ne vont pas suffire à remonter la pente. Et nous ne voulons pas nous laisser leurrer par l'annonce d'un faux rendez-vous. Alors nous n'allons pas attendre 100 jours. Dès le 3 juin, nous convions tous les acteurs à un grand forum pour débattre autour de 2 temps forts. La matinée pour poser des jalons, pour comprendre quelles seraient les conditions qui favoriseraient le bien grandir des enfants,
Et l'après-midi, dans une table ronde, nous demanderons comment porter concrètement une politique favorable à l'enfance, favorable à chacun des enfants. Concrètement parce qu'il n'est plus le temps d'attendre. Concrètement parce que nous ne pouvons plus laisser se détricoter le maillage dont les enfants ont besoin pour grandir. C'est pourquoi, dès maintenant, nous voulons porter une perspective emblématique pour l'enfance. En concentrant nos 10 exigences que nous avons déjà formulées il y a quelque temps, concentrer 10 exigences qui pourraient mobiliser ensemble l'ensemble des forces vives de la société et des institutions. Une perspective qui ouvre grand le chemin de l'égalité, de la solidarité et de la justice sociale pour tous les enfants. Une perspective, enfin, qui se soucie du bien grandir des générations futures. Il y a 150 ans, l'école publique et gratuite était instituée pour tous. En appui sur les grandes lois sociales de l'après-guerre, d'autres services publics ont vu le jour pour promouvoir et améliorer la santé des enfants. N'oublions pas que s'ils sont d'autant plus essentiels aux personnes les plus vulnérables, dont font partie les enfants, les services publics sont d'abord le patrimoine commun de tous. Or, ce gouvernement ne cesse de déshabiller les uns pour tenter de rhabiller les autres et nous fagote les services publics de l'enfance, un peu comme l'as de pique, il faut bien le dire. Nous affirmons aujourd'hui qu'une politique ambitieuse pour l'enfance devrait décréter, à échéance de 5 ans, tous les services publics pour tous les enfants, gratuits, accessibles, durables et de qualité. Seul ce projet d'envergure constituera une colonne vertébrale à la cohérence d'une véritable politique prioritaire pour l'enfance et assumée comme telle au plus haut niveau. Un ministère dédié à l'enfance en assurerait l'impulsion, la coordination et la régulation sous l'autorité de Matignon et de l'Élysée pour avoir une importante légitimité d'action. C'est ce projet puissant, symbolique, emblématique et réalisable que le collectif Construire ensemble la politique de l'enfance va s'attacher à porter haut et fort aux côtés à travers les actions de la centaine d'organisations qui nous composent. Parce que les enfants méritent des atouts dans leur jeu, parce que les enfants sont dignes de dignes conditions de vie, parce que tous les enfants ont droit à leurs droits. Enfin, parce que la cohérence d'une politique de l'enfance prioritaire, ce n'est franchement pas trop demandé, mais aussi parce que le souci de l'avenir et d'un avenir durable, tous autant que nous sommes, nous oblige. Merci Martine pour cette conclusion très riche. Bon, nous ne sommes plus très nombreux. Est-ce qu'il y a quand même quelques questions? Pour atteindre cette gratuité, soit gratuit, accessible et durable pour les enfants, est-ce que vous avez des recommandations, des préconisations pour arriver justement à tout ça? Ça paraît d'ici 5 ans. Un calendrier, un échéancier? Ouais. Non. C'est la mesure forte que vous portez parmi toutes les exigences, les 10 que vous aviez, vous axez sur cette mesure forte, notamment avec le service public de la petite enfance. Oui. Voilà, notamment. C'est vrai qu'à terme, viser la gratuité de l'ensemble des services publics pour les enfants est un objectif qu'on ne peut qu'appeler. On a vu combien la situation de pauvreté d'un certain nombre de familles met particulièrement à mal certains enfants et plus particulièrement ceux qui peut-être cumulent, si je puis dire, les vulnérabilités. Peut-être que on pourrait commencer petit à petit, mais en tout cas commencer par viser, ce public pour ensuite l'élargir dans une dynamique plus globale et qui pourrait s'étayer au fil des temps et au fil des années. C'est vrai qu'il y a eu, notamment cet hiver, des situations d'urgence qui sont complètement intolérables. Le nombre d'enfants à la rue cet hiver, je ne sais plus quel était le chiffre exact, mais je crois qu'on a battu tous les records.
les femmes qui sortent avec un bébé de maternité sans avoir d'hébergement un peu stable. Là aussi, les chiens vont exposer. Hein. Dans les locaux des urgences des hôpitaux, il a fallu garder des personnes parce qu'il n'y avait pas de solution. Alors, effectivement, on trace cette perspective assez forte. Et ensuite, c'est un dialogue avec les pouvoirs publics pour voir, et avec l'ensemble des acteurs, comment la mettre en œuvre. Ça commence sûrement par le fait d'aller au plus vite pour les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, les pays dont les revenus sont sous le seuil de pauvreté, mais notre idée n'est pas de le limiter comme un filet de sécurité pour certains, mais vraiment comme une politique très ambitieuse de la nation, hein, qui est de considérer que l'enfance, ce sont des générations futures, c'est l'avenir, et que des politiques durables doivent s'inscrire dans une égalité qui ne soit pas comme ça un terme en l'air sur l'égalité des chances, mais une égalité réelle dès le plus jeune âge. Et effectivement, il nous semble que même si ça n'est sans doute pas la seule mesure, la gratuité de tous les services publics pour les enfants serait une politique très très forte, une direction très très forte qui montrerait qu'enfin la politique de l'enfance est une priorité pour ce gouvernement et les gouvernements éventuellement les gouvernements suivants. Alors oui, à 5 ans, pour fixer une perspective, peut-être que tout ne sera pas fait en 5 ans, mais si on ne se fixe pas un objectif, on dirait qu'il faudrait un jour que ça soit gratuit, comme vous imaginez. Et puis j'ajouterais, bien sûr, c'est le gouvernement, mais ce sont l'ensemble des financeurs qui doivent se regrouper. On a parlé des caisses, de la Caisse nationale d'allocation familiale et des CAF, des collectivités territoriales, et sur l'ensemble de ces questions-là, de la protection de l'enfance, en passant par l'école, par l'accueil de la petite enfance, par l'accueil de l'enfance, ce sont l'ensemble des décideurs publics qui sont concernés et qui doivent l'être, hein, de notre point de vue, en évitant la délégation de services publics, en évitant la mise en marché de ce qui est finalement central dans notre société. La question de la façon dont sont accueillis nos enfants, de notre point de vue, ça ne peut pas être mis en marché. Comme ça l'est beaucoup, un peu, selon les territoires, selon les moments, les périodes, ça n'est pas entendable. C'est sûr qu'en l'état quand on regarde l'image que nous donne le discours politique ambiant de l'état des comptes publics, des choses qui sont possibles ou impossibles, si on reste dans cette perspective-là et qu'on essaye de gratouiller où est-ce qu'on va pouvoir avoir les millions nécessaires, forcément, il n'y a pas d'ouverture. Notre démarche, justement, c'est de prendre du recul par rapport à tout ça, de se redire que la France est un pays riche, de se redire que les générations futures, il n'y a pas de compromis possible avec elles, et de vraiment modifier des priorités nationales, et pas juste dans des mots, encore une fois, hein, c'est l'argent, et c'est des choses aussi arides que des lois de programmation, etc., techniques compliquées à comprendre, qui finalement disent réellement où sont les priorités au-delà des slogans. Hein. Oui, il y a quand même pas mal d'économistes qui indiquent bien que les investissements dans la santé, dans l'éducation, etc., ce ne sont pas des déficits. C'est aussi ce qu'on apporte pour construire le pays de demain. Permettre à des enfants de grandir dans les meilleures conditions possibles et construire le pays de demain. Donc, oui, il faut sortir d'une vision étroitement économiste. Bon, il y a des études qui montrent, enfin, vous les connaissez très bien, qu'un euro investi dans la prévention rapporterait, etc. etc. Bon,
moi, je ne suis pas fan de ces trucs-là, mais il n'empêche que beaucoup d'économistes se retrouvent sur l'idée que les investissements qu'on fait aujourd'hui, les dépenses qu'on fait aujourd'hui ne sont pas que des dépenses, mais sont des investissements. Oui. Et donc vont produire de la richesse qui n'est pas que matérielle, mais qui est la richesse d'une société autour de l'amélioration des conditions de vie et de bien-être, de bonheur des personnes. Ça se traite pas. C'est toute la nuance avec le terme de charge. Ce ne sont pas que des charges. Sauf si on s'inscrit dans une politique à très court terme. Mais bon, je pense que justement, le politique, justement, ce qui fait normalement son honneur, c'est de ne pas s'inscrire que dans le très court terme. Et là, on est bien, c'est là où ça coince. Ni dans le retour sur investissement. Oui. C'est-à-dire que, oui, certes, on peut parler en termes de coûts évités. C'est-à-dire prendre soin des enfants d'aujourd'hui, c'est fabriquer des adultes qui probablement coûteront moins à la société en termes de chômage, de problèmes de santé, de tout ce qu'on veut. Mais on a aussi le droit à avoir une vie difficile, à avoir des accidents de parcours. Et voilà, 70 millions de personnes, on ne peut pas arriver à faire que tout le monde suive des trajectoires rectilignes, satisfaisantes. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Là, on est en train de parler de comment on veut qu'on se traite les uns les autres. C'est d'ailleurs pour ça que les services publics dont on parle ne sont pas seulement gratuits, mais ils doivent être de qualité, ils doivent être accessibles. C'est-à-dire que c'est toute une pensée à reprendre sur qu'est-ce que sont les services publics. Natacha ? Non, je crois qu'il y a une intervention qui est en physio. Oui. Natacha ? Ah oui, merci, je voulais rebondir sur ce qu'a dit, Céline, parce qu'on a souvent aussi la caricature de la protection de l'enfance où ce sont que des enfants maltraités, battus. La protection de l'enfance, c'est aussi la prévention. Et on a des situations de grande fragilité où des parents sont débordés, ne savent plus comment faire, que ce soit du jeune enfant ou des adolescents, et ça peut toucher tous les citoyens. Et donc, il faut en effet arrêter de dire que c'est une charge. Merci François d'avoir rappelé aussi ce mot-là. C'est une obligation. On est un pays de politique solidaire. Donc, ne l'oublions pas. Notre solidarité ne doit pas être égratignée par des décisions qui sont prises parce qu'à un moment donné, il faut faire des économies d'un côté et d'un autre. La protection de l'enfance, c'est plus de 8 milliards d'euros dépensés chaque année. Donc, on a l'argent, on peut largement le déployer différemment. Donc, cette question en fait, de gratuité, elle ne devrait même pas être posée. Le CEP en France le pose parce que ça devient évident aujourd'hui pour qu'en effet, on n'ait pas un accompagnement à deux vitesses. Oui, nous sommes une république laïque et sociale. Il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou on peut s'arrêter là? Non? Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir été présente, de nous avoir écoutés. Rendez-vous le 3 juin. Rendez-vous le 3 juin. Je suis pas ce débat avec les responsables de ces politiques. Merci à tous. Merci. Bon retour. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Vous oubliez d'enregistrer des fonds. Ouais.